Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de la solidarité, de la bienveillance et du respect. Nous allons continuer avec Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Là, nous sommes rendus au chapitre 3, après le protocole 1. Je ne sais pas si vous avez pu noter le protocole 1. Faites une capture d'écran afin de pouvoir travailler sur le protocole 1. Voilà. Vous mettez sur pause, vous notez, ou vous faites une capture d'écran pour pouvoir travailler sur le protocole 1. Je ne sais pas si l'image est en renversé, mais si vous arrivez bien à voir, je ne sais pas trop. En tout cas, je vous mets l'image aussi comme ça. Vous allez vous débrouiller à prendre. Ça, c'est le protocole 1 afin de pouvoir le travailler par vous-même. Voilà. Donc, dans le chapitre 3, nous allons comprendre le sens de la maladie. La première fois, c'est Natacha Calestrémé qui parle dans la clé de votre énergie. 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. La première fois que j'ai considéré ma santé autrement que d'un œil clinique, c'est grâce à une fièvre de cheval qui me clouait au lit depuis 48 heures. Tout naturellement, j'ai consulté un médecin. Au moment de prendre congé, il m'a vu grimacer en enfilant mon manteau. Je ne lui avais pas parlé de la douleur à l'épaule qui se réveillait à chacun de mes mouvements. Qui avez-vous envie d'envoyer promener? M'a-t-il demandé. Sourire aux lèvres, sur le coup, je n'ai pas compris sa question. Je ne voyais aucun lien avec ma fièvre et encore moins avec la douleur qui me handicapait. Il m'a alors expliqué que plusieurs de ses patients, souffrant d'un mal à l'épaule, avaient comme point commun d'avoir tous envie de ruer dans les brancards d'une personne de leur entourage. Un sentiment qui trouvait écho en moi. Nos relations avec nos proches auraient-elles un impact sur notre santé? Mon médecin m'a ainsi recommandé de travailler sur mon rapport avec la personne qui occupait à ce moment-là tout mon esprit. La deuxième étape a donc été d'aller voir une psychothérapeute à raison d'une séance par semaine, durant près d'1 an. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la douleur s'est estompée progressivement, puis a totalement disparu. Et ce, sans l'aide d'un médicament. Sur le coup, je ne me suis pas rendu compte des processus à l'œuvre. Mais cet exercice m'est revenu à l'esprit lorsque la double hernie discale a fait son apparition. La solution s'imposait désormais à moi. On pouvait guérir en considérant autrement l'origine de nos maladies. Le cycle des maladies. Parmi les cycles qui s'imposent tout au long de la vie, la maladie est le plus fréquent. Malheureusement, on ne prête pas assez d'attention à cette récurrence. Pire, tomber malade ne nous étonne plus. Angine, rhume, gastro, migraine, constipation, inflammation, asthme, mal au dos, cystite,
Et si le retour de ces pathologies n'était pas dû au hasard? Et si, comme pour les épreuves, ce cycle infernal avait un sens? Lorsque nous nous retrouvons allaités, souffrants, nous pensons être sensibles à certains microbes et bactéries ou avoir attrapé un des vilains virus qui circulent. Le froid, des épidémies ou encore des prédispositions familiales nous feraient tomber malades. D'ailleurs, les médecins de famille constatent souvent que la plupart des pathologies dont souffrent leurs patients réapparaissent. De quoi se sentir démuni en observant que si les médicaments parviennent en général à calmer la crise, ils n'empêchent pas le mal de revenir. Comment faire pour l'éviter? En analysant nos différentes réactions face à la maladie. J'ai observé que l'on traitait notre corps avec négligence. Considérons par exemple nos maux de tête, l'une des affections les plus courantes. En général, notre première réaction est de se dire « ce n'est rien, le mal va passer tout seul ». Puis, si la douleur persiste, on prend un antalgique. Établissons un parallèle avec une voiture dont le signal rouge des plaquettes de frein s'allumerait, indiquant qu'elles sont usées. Si on réagit comme nous le faisons pour notre mal de tête, ça va passer tout seul. Alors, on ne change pas les freins et on court droit vers l'accident. Deuxième étape, on prend un médicament qui éteint la douleur sans en soigner la cause. Pour notre voiture, c'est comme si on débranchait le voyant rouge qui alerte sur un mauvais fonctionnement. Supprimer le signal lumineux n'empêchera pas la voiture d'aller dans le mur puisque le problème de frein persistera. Dans notre exemple, la voiture, c'est nous. Cette comparaison démontre deux choses. La première est que l'on s'occupe mieux de notre véhicule que de notre corps. On a fait changer les plaquettes de frein, alors qu'en ce qui nous concerne, on a juste évacué le symptôme. La seconde est que l'on s'inquiète des effets plutôt que de s'intéresser à l'origine du problème. Les remèdes, qu'ils soient chimiques ou à base de plantes, ne font que débrancher la petite lumière rouge en annulant les symptômes. Par exemple, si je contracte une angine bactérienne, on va me donner des antibiotiques. Si je souffre d'un blocage au dos, on me prescrit un myorelaxant. Si un eczéma apparaît, on me recommande de la cortisone. Et si je subis des crises d'angoisse, on me conseille des anxiolytiques. Mais avec ces médicaments, s'attaque-t-on vraiment à ce qui a provoqué le mal-être? Non. La preuve est que le mal qui nous ronge ne cesse de revenir. Combien de personnes atteintes d'une inflammation au pied droit, qui, après avoir pris des anti-inflammatoires et constaté une atténuation ou une diminution de la douleur, ont désespéré face à sa recrudescence au même endroit ou au pied gauche. Les virus, les microbes, les bactéries ou les épidémies sont des éléments pathogènes, certes, mais ils existent sur Terre depuis plusieurs millions d'années. Avec le temps, ils ont évolué, se sont adaptés au changement de notre planète et à ses hôtes.
Si la présence suffisait pour que nous contractions des maladies, nous serions tous malades à longueur de temps. Or, certains d'entre nous tombent malades, tandis que d'autres demeurent en bonne santé. Autre anomalie, si les virus ont besoin de chaleur pour proliférer, c'est pourtant l'hiver qu'ils font le plus de dégâts. Et si notre corps s'était affaibli au point de devenir sensible aux vecteurs de ces pathologies? D'autres théories stipulent que la maladie viendrait de dérèglements au sein de notre corps. Des analyses biologiques permettraient de s'en convaincre. Un manque de magnésium pour expliquer un stress. Trop de fer dans l'organisme à l'origine d'une déficience neurologique. Le mauvais cholestérol pour les problèmes de circulation sanguine. Une prolifération des bactéries susceptibles de causer une infection urinaire. Renversons désormais le lien de causalité. Et si la fluctuation de ces molécules n'était qu'une conséquence, alors l'affaiblissement de notre corps générerait ces dérèglements. Cela expliquerait pourquoi la majorité d'entre nous sommes des porteurs sains d'agents potentiellement pathogènes et qu'une infime partie d'entre nous seulement va déclarer la maladie. Un exemple clair avec le papillomavirus en France. 85% des femmes sont exposées un jour à ce virus et pourtant, seuls 0,002% d'entre elles vont déclarer un cancer de l'utérus. Concrètement, pourquoi seulement 527 personnes vont possiblement être touchées et pas les 31 millions de femmes françaises exposées au virus? La présence du virus dans le sang ne déclenche pas pour autant la maladie. Pourquoi seules quelques-unes vont le développer? Ici encore, nous pouvons faire la même hypothèse. Un corps affaibli. Une autre cause de nos maladies récurrentes serait liée à notre alimentation. Si nous mangeons trop gras ou trop sucré, non seulement l'indigestion nous guette, mais nous risquons le surpoids, voire du diabète. Dans ce cas, l'excès semble être le facteur aggravant, mais alors, pourquoi certains d'entre nous mangent-ils plus que de raison? Qu'essayons-nous de combler en dévorant plus que nécessaire? Notre corps ne chercherait-il pas à compenser un affaiblissement de l'organisme en puisant l'énergie là où il est sûr d'en trouver, le sucré, l'alcool, les aliments gras? Penchons-nous maintenant sur la manière dont nous réagissons lors d'une souffrance. Par exemple, lorsqu'un enfant tombe et s'écorche les genoux, ou quand un homme déclare une violente sciatique en lien avec une hernie, au point qu'il n'arrive plus à bouger, ou encore lorsqu'une femme apprend le décès d'un proche, que son cœur se serre, qu'elle suffoque et qu'elle déclare aussitôt un eczéma brûlant. Enfin, quand une étudiante échoue à un examen, que ses vertèbres et son cou se crispent et provoquent un torticolis. Quelle que soit l'origine de la souffrance, nous voyons qu'elle génère des douleurs physiques. Que se passe-t-il ensuite dans notre corps et dans notre esprit? C'est à cet instant que notre mental entre en jeu. Il s'active pour nous protéger de la douleur. Il va chercher par tous les moyens à faire disparaître ce mal qui s'est inscrit dans le corps et qui nous fait souffrir. Ainsi, l'enfant va voir sa mère en pleurant, qui va désinfecter ses plaies, poser un pansement, puis lui donner un baiser.
et le convaincre qu'il n'a plus mal. Celui qui se plaint d'une sciatique va consulter un médecin pour se voir prescrire un anti-inflammatoire. Un psychiatre ou un psychothérapeute aidera notre dame endeuillée à aller mieux et lui donnera de la cortisone pour son eczéma. La dernière se tournera vers un kinésithérapeute ou un ostéopathe pour soigner son torticolis. Que peut-on retenir de ces exemples? À coup de médicaments et de thérapeutes, voici le message que nous délivrons à notre corps. Tu t'es trompé, tu ne souffres pas. Et pourtant la chute, le déplacement d'un disque intervertébral, le deuil et l'échec sont bel et bien là. En nous aidant à fuir une situation qui nous fait mal, notre mental nous éloigne paradoxalement de ce qui nous permettrait de trouver la solution. Le message de la maladie. Et si nous avions perdu le réflexe de nous fier à notre corps, pourquoi ne sommes-nous plus attentifs aux informations qu'il nous envoie? Depuis notre naissance, on nous a appris à percevoir la douleur comme un signe de faiblesse. Nous sommes persuadés qu'il n'est pas légitime qu'elle s'exprime. Nous créons donc une dissonance cognitive entre nos ressentis et notre manière d'appréhender le problème. Autrement dit, nous sommes devenus aveugles et sourds aux messages d'alerte que nous envoie notre corps. Un peu comme si notre téléphone sonnait et que nous coupions la communication sans même savoir qui souhaite nous rejoindre. La maladie ne serait-elle pas un message que notre corps a du mal à dire? Tâchons de décrypter ce message. Nous l'avons vu. Si nous sommes malades, c'est que notre corps est affaibli et qu'il est devenu sensible aux virus, aux microbes, aux bactéries qui l'assaillent. Pourquoi ne parvient-il plus à se défendre? Il est désormais admis que les pollutions chimiques, fumée, pesticides et métaux lourds fatiguent considérablement notre organisme en perturbant notre système endocrinien. Ce qui altère la croissance et le comportement de nos cellules à l'échelle individuelle. Pouvons-nous limiter notre exposition à ces pollutions? Non. Même s'il est essentiel d'agir chaque jour pour en diminuer l'impact sur l'environnement. De même, pouvons-nous éliminer les microbes, virus et bactéries présents autour de nous? Non plus. Face à ce constat, sur quels paramètres agir pour guérir? C'est ici qu'entrent en jeu les enseignements des médecins, des médecines traditionnelles ou parallèles qui mettent les émotions au centre de leur protocole de guérison. La médecine chinoise, avec plus de 2500 ans d'expérience, a désormais fait ses preuves, même en Occident, et démontre l'importance des émotions douloureuses dans l'émergence des maladies. Par exemple, les grandes tristesses touchent le poumon, la colère atteint le foie, quand la peur affecte les reins. L'acupuncture s'appuie sur des flux d'énergie qui traversent le corps par des méridiens invisibles et a mis en évidence l'impact des émotions désagréables sur nos organes vitaux. L'EFT
Emotional Freedom Technique propose de stimuler certains points de ces méridiens tout en évoquant oralement et positivement une émotion difficile passée. L'hypnose permet de revisiter une émotion mal digérée en la transformant en un événement positif que l'on imagine et que l'on s'approprie. La sophrologie cherche à réparer nos émotions vécues difficilement en associant la respiration et un souvenir merveilleux. La kinésiologie se sert des réflexions musculaires pour trouver le moment précis où le corps a engrammé une émotion liée à un événement traumatique. L'iridologie part du principe que l'ensemble du corps humain est représenté dans l'iris. Chaque émotion désagréable crée une tache ou une trace visible dans l'œil. Les élixirs floraux, mis au point par le docteur Bach, gèrent nos affections en traitant certaines de nos émotions critiques. L'hypersensibilité, l'abattement, la peur, la solitude, le désespoir, une inquiétude excessive. Il existe même une forme d'ostéopathie qui repère les émotions qui nous ont blessés afin de les évacuer en appuyant sur les points de blocage. Enfin, l'aromathérapie, le shiatsu, le MDR, une technique qui permet de traiter un vécu traumatique en l'associant à des mouvements oculaires. La somatothérapie font reposer leur succès sur la recherche et la gestion des traumatismes et des émotions contrariantes. Le corps est le réceptacle de nos troubles émotionnels. Par le biais de la maladie, notre organisme nous envoie le signal positif que l'on est capable de décoder ces troubles et de s'en débarrasser. Physique et émotion ont un lien. Chaque émotion difficile perçue dès la vie prénatale aurait un impact sur notre organisme. La contrariété, la colère, l'abandon, la culpabilité, l'humiliation, la honte, l'injustice, la tristesse, le rejet, la peur, la trahison, toute blessure émotionnelle créerait une sorte de nœud dans notre corps qui bloquerait l'énergie circulant dans nos cellules. Lorsque nous sommes jeunes et en forme, la plupart d'entre nous avons suffisamment de force pour compenser ce blocage. Mais avec la pollution, la fatigue, le stress et les années qui passent, l'organisme est moins apte à contourner le problème. En conséquence, lorsqu'une émotion désagréable réactive les premières blessures émotionnelles, notre corps affaibli laisse la voie libre à la maladie pour se déclarer. Bien sûr, prendre des médicaments est indispensable pour atténuer la douleur et empêcher la prolifération des agents pathogènes. Mais si vous souhaitez éradiquer définitivement le mal, ayez désormais conscience que votre corps attire votre attention sur une ancienne épreuve qui n'est pas réglée ni même parfois conscientisée. Autrement dit, votre organisme n'est plus apte à faire face seul à ce nœud et il vous demande de l'évacuer. Au cours de mes ateliers, je rencontre souvent des participants qui m'affirment « Le problème n'est pas émotionnel, j'ai vraiment mal ». Il ne faut pas confondre cause et conséquence. L'émotion difficile a provoqué un dysfonctionnement de vos cellules
qui a permis à la pathologie de s'inscrire en vous. La maladie est donc là, bien réelle. D'ailleurs, si vous procédez à des examens médicaux ou des analyses biologiques, vous décélerez une inflammation, des bactéries, un virus ou une déchirure musculaire. Le corps exprime son mal-être à travers une maladie très concrète. Mais alors, pourquoi ne pas se tourner vers la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse? Ces thérapies s'intéressent pourtant à nos émotions et nous y avons recours pour nous aider à dépasser des névroses, vaincre nos dépressions, gérer notre stress, avoir confiance en nous, évacuer nos phobies ou nos souvenirs malheureux. Or, on ne se réfère jamais à elle pour traiter une douleur physique, une sciatique ou un torticolis par exemple. Et encore moins lorsque nous souffrons d'un symptôme biologique comme un rhume ou une diarrhée. Elle nous serait cependant fort utile, mais nous les délaissons car nous n'avons pas appris à faire le lien entre la maladie corporelle et nos émotions. Et pourtant, c'est dans ce lien avec nos émotions que se trouve la clé. Philippe Bobola, docteur en physique, biologiste, chercheur sur le cancer, anthropologue et psychanalyste, étend même l'impact émotionnel aux problèmes génétiques. Pour lui, il est vraisemblable que les maladies génétiques s'expriment en un foyer émotionnel. On parle de familles où les femmes ont un cancer, d'autres où les hommes ont un diabète. Or, généralement, il suffit d'enlever cette croyance pour que le cycle s'arrête, me dit-il. L'impact émotionnel est donc si puissant qu'il pourrait s'exprimer de génération en génération. Édifiant. À ce titre, je me souviens d'une femme d'une quarantaine d'années dont la vue diminuait sévèrement. Elle craignait de devenir aveugle, comme cela avait été le cas pour sa mère et sa grand-mère avant elle. Malgré des examens approfondis, aucune anomalie n'avait été mise en évidence. C'était, semble-t-il, génétique, et l'on n'y pouvait rien. Elle a alors entamé auprès d'une thérapeute, Michel Duhamel, ce qu'on a coutume d'appeler une constellation familiale. Une technique de gestion des conflits transgénérationnels qui se pratique en thérapie de groupe. En complément, elle a conduit une recherche poussée sur la généalogie de sa famille. Et tout s'est éclairé. Elle a été stupéfaite de découvrir que 200 ans plus tôt, une de ses aïeules avait été témoin à l'âge de 4 ans de l'exécution de l'ensemble de son village par les troupes de Napoléon III. Traumatisée, cette petite fille a sans nul doute souhaité de toutes ses forces ne plus jamais voir ça. Ici se situait la clé pour la délivrer du mal qui la touchait. Ne plus jamais voir. Voilà l'information émotionnelle capitale qu'elle avait transmise à sa descendance. La patiente a alors réalisé un travail de nettoyage des blessures émotionnelles de sa lignée familiale et a retrouvé la vue. Il est important d'ajouter que la médecine moderne admet elle aussi qu'une émotion puisse être à l'origine de la maladie. En effet, la psychoneuroimmunologie est une discipline en plein essor. Son principe est de constater qu'un stress peut faire chuter le système immunitaire d'une personne,
C'est ainsi qu'elle devient sensible aux microbes, virus et bactéries. Chaque maladie délivre un message de notre corps, une information en lien avec une blessure émotionnelle. Ainsi, travailler sur les épreuves de nos vies va avoir un véritable effet sur notre santé. De même, identifier l'origine d'une maladie peut éviter certaines épreuves. On va sortir du cycle de la maladie. Prendre conscience du message de notre corps. La maladie est donc liée à une émotion désagréable, que celle-ci soit récente ou très ancienne. Elle s'est incrustée dans notre organisme jusqu'à créer en nous un nœud énergétique. C'est ce nœud qui génère sur le long terme les dysfonctionnements de notre santé. Le blocage des énergies nous rend alors fragiles et réceptifs aux microbes, aux virus et aux pathologies qui circulent autour de nous, voire qui sont déjà en nous. Quelle que soit notre démarche, gardons bien à l'esprit qu'il est important de consulter un médecin pour arrêter l'infection, bloquer le virus ou calmer la douleur dès l'apparition des premiers symptômes. En parallèle, il est nécessaire de dénouer ce nœud énergétique. C'est ici que se trouve la clé de votre santé. Évacuer ce blocage empêchera la maladie de revenir. Mais alors, comment faire? On peut être tenté de faire appel à un guérisseur, un magnétiseur, un énergéticien ou encore à tout autre praticien qui travaille sur l'énergie. Solliciter ces thérapeutes s'avère souvent utile si la douleur est insupportable, par exemple en cas d'eczéma ou de brûlure. Mais leur seule action n'est pas suffisante. Il est indispensable de vous interroger sur les causes de votre maladie pour éviter que le problème qui vous fait du mal revienne ou s'exprime différemment par le biais d'une autre maladie. Cette démarche est peu conventionnelle, j'en conviens, mais elle est indispensable, car lorsqu'on ne souffre plus, les signaux d'alerte sont mis en sourdine et on ne cherche plus à comprendre pourquoi la douleur s'était inscrite en nous. Nous nous pensons libérés. C'est une erreur car la cause de la rupture énergétique poursuit son travail d'alarme en augmentant l'impact de la maladie sur notre corps. Il est donc essentiel d'en chercher l'origine. Pour agir sur le long terme, il est important de s'impliquer personnellement dans le processus de guérison. Plutôt que de s'en remettre exclusivement à des thérapeutes, recherchez vous-même le facteur déclenchant de votre maladie afin d'empêcher son retour. Vous n'imaginez pas les capacités que vous avez en vous. Pour vous en convaincre, voici ce que dit à ce sujet le docteur Albert Schweitzer. Mais en fait, vous savez, j'arrive pas à prononcer ces noms. En tout cas, on ira sur Albert, le docteur Albert. Chaque patient porte son propre médecin en lui. Il vient à nous sans connaître cette vérité. Nous excellons lorsque nous offrons au médecin qui réside en chaque patient l'occasion de se mettre au travail. Si vous êtes malade, voici un motif de vous réjouir. Votre corps attire votre attention sur une émotion mal vécue dont vous devez prendre conscience afin de l'évacuer. Trouvez l'événement déclencheur. Trouver l'émotion déstabilisante est la clé qui va vous libérer.
De quelle nature peut être cette émotion? Une remarque désagréable, une déception, une peur, une mauvaise nouvelle, un deuil, une séparation, une perte d'argent ou d'emploi, un échec, un sentiment de culpabilité, une tromperie, une dispute, une honte. Une situation critique est susceptible de réveiller une blessure ancienne dont on n'a parfois pas conscience. Notez à votre tour les événements perturbants qui sont déroulés quelques heures, la veille, la semaine ou les mois qui ont précédé votre maladie. Exemple, l'angine. 2 jours avant, dispute avec un tel. Impossible de m'exprimer. J'ai passé la soirée à ressasser ce que j'aurais dû lui dire. Donc, trouvez l'événement déclencheur. C'est là. Vous voyez? Donc, il faut trouver l'événement déclencheur comme ça. Vous mettez sur pause et vous le faites. Attends, j'essaie même de mettre parce que je ne connais pas dans quel sens ça donne vis-à-vis de l'écran. Donc, comme ça, vous mettez sur pause. Vous faites une capture d'écran et vous essayez de travailler sur le sujet. Voilà. Se souvenir d'un problème de santé qui se déclenche aussitôt après un deuil est en général facile, mais réaliser qu'on a eu un rhume, une gastro ou un torticolis après une remarque anodine mais désagréable de la part d'un proche est beaucoup moins évident. Alors, pourquoi ces petits événements a priori négligeables créent-ils autant de dégâts qu'un traumatisme? Tout simplement parce qu'ils sont la réplique de plusieurs séismes émotionnels survenus durant l'enfance. À partir de maintenant, dès la moindre affection, ayez le bon réflexe et cherchez ce qui a généré une contrariété. Notez cette cause dans un carnet dédié à votre santé. En étant à l'écoute de votre corps et de vos émotions, il sera plus facile de faire le rapprochement entre un symptôme, la maladie, et le facteur déclenchant, l'émotion difficile, ancienne et réactivée. Il arrive aussi que la douleur ne soit pas assez présente pour que l'on y prête attention dès son apparition. Aussi, lorsqu'elle s'intensifie au cours des semaines, nous nous retrouvons souvent incapables de nous souvenir de son origine. Dans d'autres cas, la maladie s'installe suite à une accumulation d'événements, comme dans le cas suivant. J'ai connu une jeune fille en parfaite santé qui s'est rendue un jour en boîte de nuit. Dans la soirée, le garçon dont elle était secrètement amoureuse est sorti avec sa meilleure amie. Premier choc émotionnel. Les jours qui ont suivi, elle a accepté les sollicitations régulières d'un copain qui l'incitait à fumer de la marijuana. Une façon pour elle d'oublier ce qui la rendait si triste. Mais voilà, la léthargie dans laquelle elle avait sombré lui a fait négliger ses études supérieures. 3 mois plus tard, on constata les résultats catastrophiques de ses examens. Ses parents, qui n'étaient pas au courant de la situation, lui ont donc fait des reproches. Regarde, les sacrifices que nous faisons pour payer cette école et tu n'en tiens pas compte. Tu es égoïste et irresponsable. La jeune étudiante a éprouvé une forte culpabilité face à la déception de ses parents, ce qui a causé un deuxième choc émotionnel. Puis, ne comprenant pas pourquoi elle devenait si nulle, une dépression a suivi. Troisième
choc émotionnel. La voilà désormais malade. Depuis la sortie en boîte, le temps avait passé et il devenait difficile de trouver l'origine de son mal. Découvrir l'émotion originelle n'est donc pas aisé. Heureusement, il existe des solutions. Identifier la cause émotionnelle. Vous allez le vivre. Dès que l'on met un mot sur la raison d'une maladie ou sur sa cause émotionnelle, le processus de guérison s'enclenche. Si vous ne parvenez pas à trouver la blessure émotionnelle, je vous invite à vous poser les questions qui suivent. Elles vont vous aider à identifier l'origine de la maladie. Dans cette démarche, sentez-vous libre. Oubliez les failles et notez avec honnêteté tout ce qui vous tient à l'esprit. Et notez avec honnêteté tout ce qui vous vient à l'esprit. Protocole 2, trouvez l'événement déclencheur. Avez-vous déjà eu ce type de maladie? C'est la première question. 2. Si oui, remémorez-vous le contexte de son apparition? Qui avez-vous rencontré juste avant? Que vous a-t-on dit et qui vous a contrarié? Cet événement passé a-t-il un lien avec ce que vous vivez actuellement? Fermez les yeux et pensez à votre maladie. Quelle émotion vient à vous? Peur, trahison, tristesse, humiliation, haine, rejet, injustice, culpabilité, colère, impuissance, abandon, frustration. Notez-la car voilà l'émotion douloureuse à guérir. Tirez-vous un bénéfice de cette maladie? Être malade est parfois un moyen pour qu'une personne prenne soin de vous, ou alors cette maladie vous évite-t-elle de réfléchir à une situation qui vous angoisse? Est-ce que vous parvenez par ce biais à trouver le repos que vous n'arrivez pas à vous accorder? Est-ce qu'ainsi vous échappez à votre travail ou cela vous permet-il de passer du temps avec une personne que vous aimez? Est-ce que vous fuyez une responsabilité ou une situation dont vous vous sentez prisonnier? Est-ce une manière de ne pas prendre une décision ou d'attirer l'attention de vos proches? Vous sentez-vous coupable? Avez-vous envie de dire stop à quelqu'un ou de ne plus vivre une situation particulière? C'est la clé de votre énergie de Natacha Calestrem. Protocole 2, trouver l'événement déclencheur. Donc, ça c'est, je vous donne la page où il y a l'événement déclencheur. Il est là. Faites une capture d'écran. Donc, je vous le mets comme ça. Je ne sais pas si ça va vous aider. Hein. Vous faites une capture d'écran afin de pouvoir le travailler. Je ne sais pas si c'est lisible. Hein. Vous faites une capture d'écran. Attends. Faites une capture d'écran pour pouvoir travailler le protocole 2. Trouver l'événement déclencheur. Voilà. Donc, nous allons mener ce chemin ensemble. Il faut savoir que moi, je mène ce chemin parce que ma maman vient de décéder. Étant donné tout ce que je mets en place pour pouvoir organiser les obsèques, hein, c'est beaucoup d'énergie qui s'en vont. Et je peux pas me permettre d'être à terre, quoi. Donc, j'appelle ceux qui ont vécu, qui sont victimes de faillite, de divorce, de deuil, de perte,
de chômage, de pouvoir travailler la clé de votre énergie parce qu'à un niveau, vous avez perdu de l'énergie et cela se ressent dans vos activités et dans vos projets. Ensemble, bâtissons.